puisque Étienne Guillon est parmi nous depuis hier déjà. Tout le monde, nous sommes nombreux à l'avoir rencontré et beaucoup d'entre vous ont pu assister cet après-midi à sa présentation à la paillasse de l'expérience en compagnie de son complice Jean-Pierre Hulin. Et à propos de Jean-Pierre Hulin, je dois signaler, c'est un scoop que m'a confié Étienne Guillon, que Jean-Pierre Hulin vient de recevoir le prix Holbeck. C'est un prix franco-britannique qui récompense des travaux remarquables dans le domaine qui est de l'heure de l'hydrodynamique. Merci Jean-Pierre Hulin d'illustrer pour l'instant. Étienne Guillon donc a exercé des responsabilités importantes. Il a été directeur du laboratoire d'hydrodynamique et de mécanique physique de l'École supérieure de physique et chimie industrielle de Paris. Il a été directeur du Palais de la Découverte, directeur de l'École normale supérieure. Il a été président de la Société française de physique. Il a exercé des responsabilités dans de nombreuses instances. Il a publié de nombreux articles, plusieurs ouvrages. Je n'en cite aucun pour être sûr de ne pas oublier les plus importants. Il est professeur à l'Université de Paris-Sud. Je témoigne que c'est un enseignant remarquable qui s'est passionné ses étudiants pour la physique. Et il est donc chercheur au laboratoire d'hydrodynamique et de mécanique physique de l'Institut de l'heure de la SPCI. C'est donc la personnalité peut-être qui peut nous parler savamment du temps, de la matière et de ses écoulements. Et je lui donne la parole. Merci. Bon, j'espère que je tiendrai debout, là je suis un peu naze. Alors d'abord, je suis là aussi parce que je représente la Société française de physique et je souhaitais à son président, ancienne présidente, etc., apporter vraiment nos voeux amicaux. Vous savez, l'UDP s'est créé en bonne entente et en liaison avec la Société française de physique. À ce moment-là, le secrétaire général de la SFP était Henri Abraham. On peut rappeler la mémoire, vous savez, ce héros est mort déporté très âgé, qui était secrétaire général. Quand s'est créé l'UDP, comme ça l'a dit, pour en tout cas faire de la physique expérimentale, le premier réflexe de Abraham a été de créer des manuels de travaux. D'écrire des manuels de travaux. Donc il y a eu une sorte de complicité qui, dès le début, s'est établie entre la SFP, l'UDP et centres, l'UDPPC, et avec mes deux amis Jacques Corchet et Pierre Font, on a essayé en 2 minutes de vous dire un petit peu quelques-unes des actions récentes, beaucoup les connaissent, des actions communes, bien sûr. 87, commission SFP UDPPC qui conduit à la création des Olympiades de physique en 91. C'était Turlet qui était la présidente, la mémoire. Le rapport de la commission Berger, qui est un de nos autres grands amis disparus sur l'enseignement de la physique, commission Balibar, enseignement de la physique, commission Bornarel, beaucoup plus récente, dans les années 90, d'autres commissions, évidemment, peut-être trop de commissions, peut-être c'est ça qui nuit, il faut peut-être les regarder vite, plutôt que d'échanger trop souvent, Bessier, Bolmont, Morel, Simon, voilà, beaucoup de commissions auxquelles nous avons été associés, des journées d'études, ces journées d'études à partir de la commission pédagogique, les GEPI, la première journée pour l'enseignement de la physique et des interfaces, la première était à Lyon, la prochaine dans 15 jours à Toulouse, des actions conjointes telles que les congrès SFP, UDPPC, je pense qu'on pourrait faire encore plus, Action Science, que tu as mentionné hier, l'année mondiale de la physique, nous avons fait beaucoup de choses ensemble, même si, n'est-ce pas Madeleine, ça n'a pas été au départ, il a fallu forcer un petit peu la chose, mais ce n'est pas de la faute de la SFP, disons-le. Et tout le travail d'édition commune entre le BUL et le bulletin SFP, en particulier, ce qu'on mentionnait Jean-Pierre Hulin coordonné avec vous, un numéro spécial pour l'année mondiale de la physique, un numéro mixte. Beaucoup d'actions de fait de la science, donc en souhaitant un très bon anniversaire, un très bon nouveau centenaire, je souhaite que les liaisons que nous avons
la SFP et vous, non seulement restent ce qu'elles étaient, mais on peut encore imaginer qu'elles vivent beaucoup plus. Nous en parlons déjà pour l'an prochain, Madeleine. Et voilà, donc c'est mes vœux. Ça, c'est mon premier, puisqu'on est à un anniversaire. Mon deuxième, c'est un anniversaire, un truc un peu plus personnel. Hier, c'était déjà mentionné, vous m'excuserez, je mets le titre d'un ouvrage, mais c'est pas tellement pour l'ouvrage, mais j'étais avec Jean-Pierre Hulin et Luc Petit en 86 à Reims. D'ailleurs, Claude Cohen j'y était aussi. Nous allions présenter des expériences, et je dois dire que la conférence et les expériences ont été au démarrage d'un livre que nous avons écrit un tout petit peu après. C'est vraiment les contacts avec les enseignants qui nous a conduits à écrire ce livre, et donc je vous en remercie tous collectivement. Et pour ma part, je trouve que ces rencontres de l'IDP et PC sont extraordinaires. Ça fait 5 ans que j'y viens, et j'y viens pas nécessairement en service commandé ou pour faire les conférences, mais j'y viens pour le plaisir de rencontrer des collègues et des amis. Alors, l'exposé d'aujourd'hui, je passe au fait, le temps, c'est-à-dire la durée de la matière des écoulements, c'est là je ne comprends pas beaucoup tout ce que raconte Étienne. En tout cas, ce que je vais décrire, c'est ce qui se passe pendant un temps donné, c'est-à-dire qu'il y a un moment dingue, entre les deux, il y a quelque chose, on l'appelle ce que vous voulez, c'est une durée. Et j'illustre ça avec cette sculpture, que vous pouvez voir à Londres, mais qui fait partie de tout un ensemble de montres molles de Salvador Dali. Alors pour ceux qui ont été au musée du temps, évidemment, il n'y est pas, mais vous pourrez l'imaginer. Aujourd'hui, on saurait réaliser des montres molles qui montrent que le temps s'écoule, mais qu'en même temps que le temps s'écoule, là, on dit que ça va. Quand il y a quelque chose qui s'écoule, c'est vrai. Et que pendant ce temps-là, la montre a le temps de se déformer, et ça va être la troisième partie de mon exposé. Alors donc, cet exposé se fait avec la complicité de Jean-Pierre Hulin et Luc Petit, qui aurait dû être là, mais qui malheureusement est en mauvaise santé. Et je vais structurer ce que je vous raconte en 3 parties. Le premier, c'est le temps des écoulements. Le deuxième, peut-être un peu plus court, le temps du mélange. Et le troisième, le temps de la matière. Alors, temps des écoulements, il y a d'abord, premier exemple du temps des écoulements, c'est la clepsydre, le vase clepsydre. Quelqu'un m'avait posé la question s'il y avait du travail sur la façon dont le sable, l'eau s'écoule dans un tel vase. C'était la moyenne Égypte qui a inventé apparemment la clepsydre. C'est un récipient qui est une forme comme ça, plutôt paraboloïde, qui a un trou en bas, et on mesurait en général uniquement le temps de village, et cette clepsydre faisait un gros progrès par rapport au pneumon, parce qu'effectivement elle est utilisable la nuit. Alors il y a une faiblesse de la clepsydre, donc pour les enseignants, pour le voir, c'est que, vous le savez, quand on a une colonne d'eau, enfin quand la vitesse de débit diminue, quand la hauteur diminue, quand la perte de charge, quand la hauteur diminue, donc en fait si on avait un tube cylindrique, ça serait diminuerait. Si on prend certaines formes, comme finalement la surface diminue avec la hauteur, on peut se débrouiller pour que la variation de hauteur avec le temps soit constante. En fait, il y a dans l'hydrodynamique de Bernoulli, il donne ça comme exercice. Ça peut être un exercice de niveau clairement première terminale. Il faut voir quelle est la forme de surface. Non, j'ai dit le niveau, j'ai pas dit le programme. Depuis qu'on m'a dit que la quantité de mouvement n'était plus en terminale, tous les désespoirs sont permis. Donc la clepsydre, ça marchait pour voir le village complet, c'était beaucoup moins commode. D'abord, l'eau s'évapore, le changement de température, etc. Et donc, ça a été remplacé, nous le savons, un peu au Moyen-Âge, par le sablier. Le sablier est un vieux sujet. Ceux qui ont été au musée du temps ont vu des jolis sabliers un peu en tout genre. Et on peut faire un tas de choses. Là, en l'occurrence, le sablier, on a même mis des grains de sable de 2 tailles et couleurs différentes. Et on voit qu'il y a des effets de stratification. Le sablier est un sujet qui a été énormément étudié depuis une quinzaine d'années. Et on est passé de l'Alphonse Josse, une description scientifique très complète, et on connaît non pas l'angle d'avalanche. Quelqu'un me posait la question, alors est-ce que l'angle d'avalanche, c'est-à-dire l'angle du tas en bas, est 34 degrés? Je dis, à la limite, je m'en fiche. Ce qui m'importe, c'est de savoir si on a défini cet angle d'avalanche, qu'est-ce qui se passe quand on est un peu en dessus ou en dessous. Un peu comme si vous disiez une transition magnétique, savoir si le point de Curie est 735 degrés ou 730, on s'en fiche. Ça va
va dépendre de la pureté. Ce qui est important, c'est que si on a cette température, qu'est-ce qui se passe quand on met 1 degré au-dessus ou 1 degré en dessous? Donc là, c'est un peu la même chose. Ce qui nous importe, ce n'est pas les valeurs absolues qui vont dépendre de la nature des grains, mais c'est les variations. Alors là, la chose remarquable dans le sablier, c'est qu'à la différence de la clepsydre, le débit du sablier, je ne sais pas si j'aurai le temps d'en parler, mais est pratiquement indépendant de la hauteur de la couche de sable au-dessus de l'orifice. Et la raison, c'est parce qu'en fait, finalement, beaucoup d'expériences ont participé à des expositions, mais beaucoup d'expériences le montrent, le poids qui est par-dessus est redistribué sur les parois latérales, et finalement, il pèse très peu sur le sable qui est au-dessus de l'orifice. Alors voilà deux horloges qui sont des horloges qui utilisent un écoulement de matière, et je parle du temps d'écoulement parce que le temps d'écoulement du temps de je ne sais pas ce que vous voulez dire, mais il dépend évidemment de la nature du liquide, l'eau, l'huile par exemple, ou de la nature du sable, la taille des grains, mais il dépend beaucoup de la géométrie de l'écoulement. Donc c'est véritablement caractéristique d'un écoulement. Par contre, on peut trouver d'autres types d'horloges, telles que celle-ci. Celle-ci s'appelle le silipeté. Silipeté, c'est un produit qui a été découvert par un monsieur qui n'a pas fait fortune, qui cherchait, monsieur James White, qui cherchait à faire des substituts de caoutchouc pendant la guerre, et puis il est tombé sur ce produit par hasard. Il trouvait qu'il n'y avait pas grand-chose à vendre. Au contraire, il a vendu son brevet, et la personne qui l'a acheté a fait des millions de dollars, enfin fait des véritables fortunes, parce que c'est devenu un jeu extrêmement courant, et ce silipeté a cette propriété tout à fait remarquable, c'est que, suivant le temps que vous sollicitez, il a des comportements différents. Si je mets bien en boule, il rebondit comme une balle élastique, et on va mesurer le temps, c'est-à-dire on va mesurer, avec cette horloge très particulière, le temps qu'il va falloir pour qu'il s'effondre sur lui-même, qu'il s'écrase. Donc mon horloge est un petit peu particulière, mais elle a ses caractéristiques, c'est qu'elle tient un train intrinsèque à la matière, qui est intrinsèque finalement aux caractéristiques des silicones, c'est-à-dire des longues molécules qui sont enchevêtrées là-dedans, et qui, lorsque ce système va s'écraser, vont effectivement plus ou moins se débobiner ou se transporter. Donc, il a des caractéristiques, on revient là-dessus. Enfin, c'est une horreur. On aurait pu d'ailleurs faire, puisque j'avais mis comme paragraphe le temps des écoulements, le temps de la matière, et entre les deux, le temps du mélange, on aurait pu dire, je vais faire une horloge en mettant de l'eau, et en mettant un colorant, en mettant un morceau de sucre, et regarder le temps qu'il faut pour que l'homogénéité de température se fasse. Nous savons tous que la diffusion, c'est pas très efficace, ça marche bien sur des petites distances, mais si on fait rien d'autre, ça marche pas à grande distance. C'est la fameuse loi que le phénomène diffusif, pour aller 10 fois plus loin, il faut attendre 100 fois plus long. La distance x parcourue, c'est la racine de la coefficient de diffusion par la racine de dt. x2 égale dt. C'est caractéristique des marches au hasard aussi, mais donc une horloge qui serait basée sur un phénomène de mélange, de diffusion, serait très peu efficace au-delà des temps courts. Donc nous savons très bien, quand nous touillons notre tasse de café pour homogénéiser le sucre ou le lait et le sucre, que nous utilisons un autre mécanisme qu'on appelle la convection. Alors, commençons par le temps des écoulements. Le temps des écoulements, je commence par vous faire, non pas un court, mais un vague rappel, peut-être pas si vague que ça, ce que sont les déformations et les contraintes. Alors, déformation, une façon extraordinaire de montrer les déformations que je vais faire avec ça, c'est simplement, vous prenez une membrane de silicone, vous pouvez faire en classe, vous avez un solide, élastique, et on va montrer qu'il y a deux types de déformations. La première, qui est simplement l'élongation. Ici, je peux le faire aussi avec un cercle qui devient une ellipse. Vous allongez d'un côté, vous rétrécissez de l'autre. Donc, finalement, le taux de déformation, hein, ce qui va être la caractéristique, ça va être le delta L sur N, en quelque sorte. Vous pouvez aussi le cisailler. Alors, en cisaillant, on peut soit regarder que l'ellipse, la direction de l'ellipse tourne, soit on peut regarder aussi, si on met des lignes, que les lignes, effectivement, une ligne reste la même et que l'autre ligne tourne. En fait, finalement, le BABA, c'est de vraiment caractériser ces déformations. Donc, dans un cas, je veux dire la déformation, c'est le mouvement relatif dans le cisaillement, c'est-à-dire
ça va être le déplacement relatif sur la distance, en gros c'est l'angle, donc ça va basculer, dans un liquide, la différence essentielle, c'est que partout où nous voyons déplacement, nous remplaçons par la notion de vitesse de déplacement. On verra que c'est utile, donc ce qui va compter dans un liquide, ce n'est pas le déplacement horizontal divisé par la distance, c'est la vitesse de déplacement horizontal divisée par la distance. Voilà une notion assez simple. Et ce qui va caractériser, dans ces cas-là, la viscosité et l'élasticité, on va avoir besoin de cette notion un peu tout à l'heure quand on prend la viscoélasticité. Dans le premier cas du solide élastique, c'est la relation qui est entre les efforts et les déformations. Robert Hooke, si tensio, une tensio, si 10. De la même façon, et la déformation, de la même façon, et la force. Et comme c'était un homme modeste, Hooke, qui était un contemporain de Newton, il l'avait mis sous forme d'un anagramme, c'est obscur. Que vous puissiez reconnaître après qu'il avait dit, mais je crois qu'il ne voulait pas trop que ça se sache à ce moment-là. Mais enfin, la relation essentielle des solides dits de Hooke, c'est que l'effort, c'est-à-dire la force qu'il faut pour déformer une certaine quantité un solide rapporté à l'unité de surface, c'est quelque chose qui a la quantité de l'équation de dimension de pression, force qui cisaille, déplace, divisé par la surface de contact, est proportionnel à l'angle en quelque sorte. Le coefficient, c'est un coefficient, un module cisaille. De la même façon, dans un liquide visqueux, de la même façon, la contrainte, c'est aussi la force qu'il faut pour qu'on déplace à une vitesse constante une plaque par rapport à l'autre. Elle est proportionnelle au taux de déplacement, c'est-à-dire et entre les deux, il y a une viscosité. Voilà. Donc c'est quand même le rappel qui est le module élastique et la viscosité. Alors je vous dis ça parce que quand j'étais à Reims, j'avais fait un test, c'était pas très gentil, où j'avais posé un certain nombre de questions. Je faisais cocher les gens. Et je m'étais aperçu, c'est certainement, je le dis franchement, certainement plus cas maintenant, que pratiquement pas plus que 5% des professeurs de physique et chimie qui étaient là n'étaient capables de me dire ce que c'était qu'un module Joule, n'étaient capables de me dire ce que c'était qu'une viscosité. Je suis sûr que c'est... Non, je veux dire, non, je dis, mais c'est pas une critique pour les professeurs. Moi, si on disait ce que j'avais vu à l'agrégation de physique, je ne le savais certainement pas. On ne l'avait jamais vu. On avait vaguement un certificat d'acoustique. Bon, vous suivez, vous suivez. Mais maintenant, c'est plus vrai, mais enfin, autant le rappeler. Donc, comment? Alors, de la même façon, on peut, au lieu de cisailler, comme je l'ai dit ici, on peut allonger. De la même façon, c'est le delta L sur N, l'allongement, et l'allongement qui est gamma X, et L sur N, c'est une bonne notation tensorielle, on peut rappeler simplement L sur N, il n'y a pas besoin, et sigma X, c'est la force par unité de surface pour tirer, c'est la dimension de pression, cette dimension de tension, ça peut être une pression si on écrasait, sigma X, c'est proportionnel à gamma X, et quelque chose qu'on appelle le module Joule. Voilà. Il y a des coefficients de pression. Alors, même chose se passe dans un liquide visqueux, et ça, c'est généralement moins reconnu. Vous prenez un liquide visqueux, on l'a montré aujourd'hui à l'essence, vous prenez simplement un filet de miel que vous laissez couler, et le filet de miel va s'écouler, évidemment, sous l'effet de son poids, qui le fait tomber. Il y a de la tension superficielle qui ne peut pas trop l'allonger, et puis il y a la viscosité qui freine. Et on pense beaucoup moins viscosité dans l'allongement. Et il y a plutôt une viscosité qui relie les forces qui tirent, ça peut être simplement le poids d'une goutte qui est en bas de votre filet de miel. Vous avez une vitesse d'élongation, la vitesse à laquelle le système s'allonge. Évidemment, au bout d'un certain temps, il va se casser, ça ne dure pas éternellement. Et entre les deux, vous avez une viscosité. On appelle viscosité élongationnelle. Il se trouve, c'est pas très difficile à montrer, c'est un exercice à faire, vous trouvez dans aucun des livres classiques, que cette viscosité égale 3 fois la viscosité dans le cas de la cisaille. Pour le moment, je parle des bons liquides et des bons solides. Bon liquide s'appelle les liquides newtoniens. Newton, je me suis procuré les hydrodiométal de Newton, c'est là où il en parle. Il dit vraiment pas grand-chose, hein, franchement. C'est parce qu'il était Newton qu'il a le droit à son code. Le hydrodynamica est un livre monumental. Il dit qu'effectivement, il décrit, c'est pas le début du partie 4, il décrit que si on fait tomber un objet dans un corps, un objet dans un liquide,
En gros, il dit la force, le poids, en quelque sorte, j'ai la poussée d'Archimède, doit être proportionnelle à la vitesse. Il dit en fait, c'est pas si souvent, c'est la plupart du temps, c'est plutôt proportionnel au carré de la vitesse. Ça, nous savons bien aussi, quand des objets sont rapides, ce qui va, les forces de frottement sont plutôt proportionnelles au carré de la vitesse. Mais enfin, ceci étant, il a son nom attaché aussi à ça, on a pu parler. Solide de Hooke, comme je vous ai dit, Utensio sic vis, et des liquides newtoniens qui sont dans les cas où il y a proportionnalité entre les efforts en Pascal et les déformations. Déformations qui sont des nombres, un nombre, un allongement relatif. Donc j'ai besoin d'avoir ces notions parce qu'on verra dans certains corps qu'on appelle viscoélastiques, le silicoté en étant un exemple, il faut qu'on jongle avec ces deux coefficients qui sont là. Alors pour le moment, on va donc rester dans nos bons liquides classiques, newtoniens, liquides caractérisés par une viscosité, et on va regarder les ordres de grandeur des viscosités. Alors, les ordres de grandeur, je pourrais vous donner des valeurs absolues, mais je préfère les valeurs relatives. Valeurs absolues, on se trompe, d'abord la viscosité, c'est pas très commode. Si vous achetez des huiles, on vous parle de toise, de centipoise, et l'unité MKS, l'unité du système international, c'est le décapoise. Ce sont si on regarde bien, c'est des pascals multipliés par des secondes. Alors, l'eau, c'est donc la viscosité, si vous voulez la noter, c'est un point de détail pour le moment, c'est un centipoise, c'est-à-dire un millième de décapoise, un millième de l'unité MKS. Alors, je préfère rapporter des viscosités à celles de l'eau. C'est sensible, la viscosité de l'eau, on la connaît. Et alors, on a 4 ou 5 viscosités. La première, les ordres de grandeur sont extraordinairement grossiers. Ça dépend évidemment d'une roche. On fait une roche qui est typiquement 10 puissance 24 fois celle de l'eau. Là, vous voyez, vous avez des structures qui ont été laminées, qui ont été cisaillées. Notre ancien ministre Claude Allègre, vous n'êtes pas obligé de siffler, hein. Notre ancien ministre Claude Allègre a beaucoup travaillé sur ces modèles qu'il appelle marble cake, les gâteaux marbrés, pour regarder comment se faisait le mélange dans ces lieux qui se mélangent vraiment très mal et qui sont extraordinairement visqueux. Un peu moins visqueux, un glacier. Un glacier, j'ai pris 10 puissance 14 fois celle de l'eau. Là, on voit bien des filets d'écoulement qui ont l'air laminaires. En fait, ce sont des moraines qui transportent à des vitesses différentes. On connaît les retrouvailles avec certains de nos aïeux là, qui sont glissés tranquillement dans les glaciers pendant quelques milliers d'années, mais qui trouvent plus bas. Ici, vous avez une carte qui est extraordinaire. Ça relie un tout petit peu à l'exposé hier de Claude. Vous avez une carte qui vous montre les champs de vitesse d'écoulement. On arrivera à des champs de vitesse quasi instantanés de ce glacier d'Antarctique, avec, je ne sais pas donner le code de couleur, mais on est capable de mesurer, en faisant une mesure avec un intervalle de temps de 24 jours, peut-être d'ici peu de temps, avec un intervalle de temps de 1 heure, 1 minute, de mesurer les vitesses d'écoulement. Donc on a un véritable écoulement, évidemment, près de l'ouverture. Rouge veut dire que les vitesses sont beaucoup plus rapides, beaucoup plus lentes, donc on a véritablement un écoulement de glacier. C'est un écoulement un peu pathologique, mais en première approximation, ça ressemble à un écoulement. Alors voilà une expérience. Alors je ne sais pas si vous êtes tous au courant de ce que c'est que le IG Nobel. C'est une fondation. Il a été remis la semaine dernière en particulier. Un des IG Nobel a été donné à un de mes élèves, Basile Odoli, pour avoir cassé des spaghettis. Alors c'est une sorte de parodie de Nobel, mais pas toujours aussi bête que ça en a l'air. Dans ce cas-là, c'est un physicien britannique qui en 1925 a mis de la poix dans un tube à aisselle, l'a bien touillé, l'a touillé probablement pour beaucoup de temps, et puis l'a fait couler. Alors, on a fêté, il y a moins d'1 an, la chute de la 7e goutte. 7e goutte depuis 1925. C'est peut-être pas le même qui a fêté, qui a mis la goutte qui l'a fêté. Et là, on est en train de parler d'une viscosité 10 puissance 11 fois celle de l'eau. Moi, je préfère toujours travailler en rapport, si vous voulez, pour un tas de bonnes raisons. On retient mieux un rapport, si je vous dis, c'est 10 puissance 24 fois, ou 10 puissance 14 fois, ça fait pas possible. La lave. Alors, il y a toutes sortes de laves, encore une fois, je vais vous en montrer, quand même montrer une animation. Donc, je commence à travailler. Voilà une des laves possibles. Voilà, on va voir s'écouler. Là, on est plutôt dans l'ordre de 10 puissance 7 fois celle de l'eau. Des pâtes. Voilà, donc une lave. Alors là, dans le bouquin qu'on
d'être avec Jean-Pierre, on a trouvé un tas de laves, celle-ci ne s'appelle pas AOE, ce sont des, vous avez plusieurs, ce qui se passe, c'est que ces laves, en même temps, laves souvent se solidifient en surface, donc vous avez un écoulement inférieur à la cristallisation. Donc je ne cherche pas du tout à rentrer dans les détails, mais plutôt situer des ordres de grandeur. Moi j'ai besoin d'ordres de grandeur, pour le temps, pour l'espace, pour les. Donc voilà. Et puis la dernière, il se trouve que c'est un travail que je suis en train de faire. Il se trouve que j'ai eu la chance dans ma vie d'être l'élève de Eugène, on a 40 ans d'amitié, et je suis en train de préparer un article là-dessus avec lui. Alors ça fait au moins 10 ans que je n'ai pas travaillé avec lui. Je on travaille beaucoup, mais je n'ai pas publié. Alors là, l'expérience est très simple. L'expérience sous sa forme, consiste simplement à prendre une goutte de miel, et ce qu'on essaye de décrire, c'est les régimes d'écoulement, et en particulier la remontée du filet de miel. Vous voyez que vous avez affaire à reprendre à la fois à des effets. On avait une goutte qui était au fond, qui était tombée. Quand la goutte s'est cassée, le fil est en déséquilibre, la force capillaire a tendance à le faire remonter, et la viscosité longationnelle dont je vous ai parlé, elle, va au contraire freiner. Vous voyez que les sections constantes, c'est des exercices finalement assez faciles, et ces filets de miel sont l'objet d'une grande attention depuis pas mal de temps. Voilà une autre expérience sur laquelle, qui d'ailleurs consiste simplement à faire une caténoïde de miel, et on étudie la courbe, ça ressemble à la chaînette en quelque sorte, mais ce n'est pas tout à fait pareil, parce qu'en même temps, le filet s'étend. Je dis ça parce que on peut très bien imaginer, cette expérience a été faite avec des étudiants sous-gradués américains, un étudiant sous-gradué, on peut imaginer en TPE des choses comme ça. Et puis une qui est très belle, l'image, elle est facile à produire, consiste simplement à faire tomber un filet de miel, si on fait attention, on fait une spirale. Le rayon, c'est pas n'importe quoi, c'est un équilibre délicat entre finalement des effets de force centrifuge, de viscosité. Enfin, il y a plein d'articles qui sont sortis dans les 3 dernières années sur ces flux. Ce qui est tout à fait amusant, c'est que pour ceux d'entre vous qui sont marins ou montagnards, ils le savent très bien que quand vous prenez une corde et vous voulez la laisser, vous allez la brûler, vous la laissez filer doucement, elle va aussi se lever, et elle va se lever avec un rayon de grandeur assez constant. Une autre façon à 2 dimensions, c'est le papier toilette que vous laissez tomber, il va faire un pli comme ça. Vous avez, les lois de ces choses-là sont très bien définies, et ce qui est assez amusant pour moi, c'est que vous avez une grande similitude entre des propriétés d'élasticité de fils élastiques, et des problèmes de viscosité. Le seul point, c'est qu'on va partout remplacer vitesse par déformation. Vitesse de déformation pour le liquide, déformation. Alors, il faut connaître ce que c'est que la viscosité cinématique, parce que la viscosité dynamique, comme on l'a dit, c'est le dynamisme et la force. La viscosité cinématique, c'est le mouvement. Pour ceux qui n'ont pas fait le calcul, je ne le ferai pas, mais l'exemple typique de viscosité cinématique, c'est déplacer, on a un liquide au pot, on dépasse avec une vitesse constante une plaque, le liquide est en pot, il est là, et puis quand on va déplacer une vitesse constante, oui, je sais pas, tu peux pas monter comme ça, enfin, et le verre, c'est pas terrible. L'influence de la vitesse se fait sentir à des distances de plus en plus grandes, et là, le phénomène qui fait que la vitesse de la plaque se transmet successivement à des couches du liquide, c'est un phénomène diffusif. Et ça peut se calculer, on voit que l'équation qui définit ça, et l'équation de mouvement, c'est une sorte d'équation de Newton. On calcule la force qui s'exerce sur un petit rectangle situé à une certaine distance de la plaque. La force est le résultat du fait que comme il y a des gradients de vitesse variables, il y a des contraintes, des efforts qui ne sont pas les mêmes d'un côté et de l'autre. La différence des efforts, c'est le membre de droite, et l'inertie, c'est l'inertie de Newton, c'est la masse par unité de volume. Donc on écrit que la force, viscosité membre de droite, est égale à finalement l'accélération. Et ça, vous voyez que c'est une équation qu'on appelle de diffusion, c'est l'équation de Fourier, et l'équation de diffusion, c'est état sur ρ, c'est la viscosité dynamique sur la masse volumique. Ce que ça veut dire, c'est que pour un mouvement se propage bien, il faut que ça soit visqueux, mais en même temps, l'inertie, le ρ, va freiner. Si vous êtes trop dense, ça va mettre plus de temps. Et paradoxalement, vous apercevez que cette viscosité cinématique est pratiquement la même pour l'air et pour l'eau. Parce qu'il y a un 10 puissance 3 dans la viscosité dynamique, mais aussi un 10 puissance 3
dans les densités masculines. Alors, on va comprendre beaucoup mieux par mise en rotation d'un liquide. Voilà deux liquides, un qui est très visqueux, comme celui que j'ai montré, un qui est à peine visqueux, et on va les lancer tous les deux, on va les mettre en mouvement, c'est-à-dire on va faire tourner, c'est vu de dessus, il y a une ligne, on va faire tourner tous les deux cylindres en même temps. Et ce que vous voyez, c'est que le cylindre visqueux, pratiquement le liquide se met en mouvement instantanément sur l'ensemble du rayon, tandis que si vous prenez celui de droite, vous voyez que le mouvement se fait essentiellement à la périphérie et uniquement progressivement vers l'intérieur. C'est ça le mécanisme diffusif. Donc, un liquide, paradoxalement, c'est le paradoxe de la viscosité, plus un liquide est visqueux, plus il va propager rapidement le mouvement. Et ici, par contre, le liquide moins visqueux, c'est un effet diffusif, la diffusivité, c'est la viscosité cinématique, qui fait que ça va être beaucoup plus long. Je refais une fois de plus. Vous avez donc un liquide très visqueux, où la mise en mouvement, si on regardait, solide par exemple, après c'est quand même un liquide visqueux, est instantané, un liquide peu visqueux, cette mise en mouvement est uniquement progressive. Je fais référence à Marc Verbiger, on est en train de réaliser un superbe DVD franco-américain qui sera extraordinaire pour l'enseignement. Donc, je pense que quand ils seront pour les sous forme incomplète, qui aura en gros toute la mécanique des fluides, en particulier une mécanique des fluides qui est dans le livre actuel de Deugène, Brochard et Quéré. Il y a un très beau CD qui est une expérience de physique des surfaces. Ce document multimédia qui sera en 3 langues, français, anglais, espagnol, je crois qu'il devra être un outil formidable. Je suis sûr qu'on fait un article pour le but, dans lequel il y a beaucoup d'expériences, beaucoup d'animation, beaucoup de petits calculs. Il faut attendre quelques temps. Alors maintenant, si je compare deux huiles, une 100 fois plus visqueuse que l'eau et une 10 fois plus visqueuse, ben, comme vous pouvez vous douter, celle 100 fois plus visqueuse que l'eau, la diffusion de la vitesse va se faire plus rapidement. Vous voyez qu'on n'arrive pas tout à fait à une vitesse angulaire constante, mais quand même presque constante, tandis que celle-ci, ça ne marche pas. Alors ça ne marche pas, ça veut dire quoi? C'est que nous le savons dans la nature, et c'est une transition, quand ça ne marche pas, d'autres mécanismes se mettent en place. Ceux qui sont venus là-haut, qui ont vu nos expériences avec un tour de disque, ont vu qu'effectivement, quand la diffusion n'est pas assez rapide, il se crée des mouvements de convection qu'on appelle les éboulements secondaires, qui sont dus à différence de vitesse, je n'ai pas le temps d'expliquer, entre le fond et la surface, et qui fait que, finalement, la convection, c'est-à-dire la vitesse, prend le relais, et vous avez ici un cylindre de 46 cm de rayon vu de haut, et tournant 1 radian par seconde, donc assez vite, et en fait, la partie noire, c'est la partie qui ne tourne pas, et la partie centrale va se refermer, c'est-à-dire que quand elle sera totalement fermée, la vitesse angulaire sera constante, et elle se fait par un mécanisme convectif et puis un mécanisme diffusif, qui est dû essentiellement au fait que le fond va induire un mouvement et que c'est ce mouvement qui va réagir. Je citais effectivement une expérience célèbre décrite par Einstein en 1923, qui était un peu l'opposé, mais qui expliquait pourquoi finalement, au contraire, quand un liquide se repose, là c'est un liquide qui s'accélère, pourquoi les feuilles de thé vont se transformer au centre du liquide. L'expérience ici s'appelle Speed-Up. Tous les enseignants devraient, dans leur collège, dans leur lycée, avoir une vieille platine de tournevis, un cristal noir dessus. On peut montrer un tas d'expériences, ça coûte. C'est très facile. Les expériences sur les athées qui ont été décrites dans le bulletin de la SFP en 2000, pardon. Et je me propose d'ailleurs, si vous êtes d'accord, justement ce qu'on a fait aujourd'hui, on donnera des indications de toutes les manips, si vous voulez pouvoir les refaire. Voilà, je ne vais pas décrire, ça c'est dans le livre qu'on a fait de l'hydrodynamique, comment le mécanisme d'accélération, mais ce que je veux simplement retenir, c'est que quand la diffusion ne marche plus, c'est la convection qui prend le relais. Et ceci m'introduit tout de suite ce qu'on appelle le nombre de Reynolds. Le nombre de Reynolds est une quantité qui me permet de savoir si la diffusion est efficace ou si on a besoin de la convection. Alors si on prend une échelle de distance L, là, le temps de la diffusion, c'est l'équation de la diffusion. Je vous ai dit que le carré de la distance est égal au coefficient de la diffusion par une distance. Donc si je prends le carré de la distance divisé par le coefficient de diffusion, j'ai un temps. C'est le temps de la diffusion, c'est le temps qu'il faut pour que ça diffuse. Et donc, plus nu est grand, je vous ai dit que la viscosité est grande,
plus ce temps est court. Et puis le temps associé au déplacement, c'est exactement la distance divisée par la vitesse. Donc ce que vous voyez, c'est que si la diffusion est une diffusion qui est efficace, et que ce temps de la diffusion est un temps court, le nombre de Reynolds est petit, ça marche. Ce qu'on appelle les petits Reynolds, c'est des écoulements visqueux. Si ce temps est long, ça ne suffit pas, et c'est la convection, c'est des mécanismes convectifs qui vont prendre relais, soit qui se produisent naturellement, par exemple quand on a une plaque chauffée par le bas qui va induire des mouvements convectifs, on avait une expérience qui était Taylor-Couette qui montrait un autre mécanisme, soit parce que vous avez tout dit avec la petite cuillère pour pouvoir accélérer le mouvement. Donc, ce nombre de Reynolds est inventé par M. Osborne Reynolds. Il est en train de faire une expérience très soigneuse en 1980. Il regarde un écoulement dans un tuyau horizontal, il a thermalisé, c'est pour ça qu'il fait ça, il a un débit, une pression contrôlée, le cône, la structure à l'entrée, c'est homogénéiser l'écoulement d'entrée, on va voir ce que ça veut dire, et il s'appuie sur des travaux antérieurs de M. Poiseuil qui montrait que dans des vaisseaux sanguins, je suis désolé, on ne voit pas, mais l'écoulement du sang, si les vaisseaux sont suffisamment petits, peuvent être l'écoulement parabolique. Alors, pourquoi M. Reynolds a pris soin de mettre quelque chose à l'entrée? C'est que si vous essayez de faire un écoulement dans un tube, nous le savons, l'écoulement dans un tube est un écoulement avec un profil parabolique. Hein. La vitesse est nulle au bord, maximum au centre, bon, Poiseuil. Mais si, à l'entrée, ben, finalement, il n'est pas de Poiseuil. À l'entrée, si la vitesse était simplement homogène, et bien la vitesse, elle est constante de bord en bord. Et il va falloir une certaine longueur pour que l'effet des parois se fasse sentir jusqu'au centre. Donc la distance, l'effet de bord va se faire sentir. Tout à l'heure, l'effet de bord se faisait sentir parce qu'on déplaçait une plaque, la vitesse était non nulle au bord et puis progressivement elle se faisait sentir. Là, au contraire, la plaque est fixe, mais il y a un écoulement, c'est un peu l'inverse. Donc l'effet de cet écoulement se fait sentir sur une distance delta, et delta est proportionnel à la racine du temps, delta B égale mu T. Donc il faut une certaine... plus on va loin, plus l'effet des parois va se faire sentir, et quand l'effet des deux parois vont se rejoindre, et bien on va avoir un profil parabolique. Vous voyez, quand on fait une expérience avec un tube, il ne faut pas s'attendre qu'on ait tout de suite, on connaît la loi de Poiseuil, la loi de Poiseuil c'est que le débit ne varie pas comme la section, mais que varie comme le carré de la section, la vitesse maximum varie comme la puissance 4, et donc il faut une certaine longueur d'entrée. Ça c'est parce que les effets de la paroi mettent un temps pour se faire sentir, et ce temps il se traduit par un déplacement. Alors, je ne pense pas avoir le temps de vraiment vous expliquer, c'est plutôt une image que cette viscosité cinématique elle traduit véritablement la façon dont la vitesse se propage par diffusion au petit nombre de Reynolds. Alors voilà l'expérience de Reynolds. En fait, Reynolds, vous avez un tube, vous avez un écoulement parabolique, on suppose qu'il a été établi, vous avez mis un filet de colorant, c'est la petite ligne noire, et ce qu'on constate, c'est que quand la vitesse augmente au-delà d'un certain seuil, la valeur de ce nombre, c'est-à-dire que les effets de viscosité deviennent moins importants que les effets de la convection, eh bien vous commencez à échanger les lignes de courant entre le bord et le centre, et vous arrivez à l'écoulement turbulent. Alors j'ai pensé, au début je pensais vous parler de la turbulence, je pense que c'est un sujet trop lourd d'un seul coup pour ne pas vous l'infliger, il y a beaucoup de choses à dire, et je me contenterai simplement de donner un seul exemple dans lequel on voit comment la convection, l'écoulement et la diffusion peuvent travailler ensemble. Et on va le faire en parlant du mélange. Pour le moment, j'ai parlé de mélange, mais je n'ai pas de mélange particulier, c'est le mélange d'une quantité particulière de la vitesse. C'est-à-dire diffusion, elle fait que des régions calmes deviennent animées par le mécanisme diffusion. On mélange la vitesse. Diffusion de la vitesse. Mais c'est beaucoup plus simple, quand on veut parler de diffusion, de parler de diffusion de la chaleur, de diffusion de la masse. Donc on va parler un tout petit peu du mélange de la chaleur et de la masse. Et
D'abord, rappelons-nous simplement, j'aurais pu le montrer plus tôt, cette expérience qui consiste, qu'elle est numérique pour une fois, on a deux ensembles de particules, des particules avec des couleurs différentes, et qu'elles diffusent, et l'idée c'était de montrer que finalement, les échelles de temps, c'est en gros de 100 en 100. Pour arriver des facteurs de longueur de 10 en 10, de facteur 10 avec 100. Donc, en fait, nous le savons, le seul moyen pour obtenir un mélange actif, c'est de travailler avec la convection. Mais il y a une difficulté que les gens n'ont pas supposée au départ, c'est que cette convection, il faut non seulement que la vitesse se mélange bien en quelque sorte, que la convection, mais il faut que le mélange agisse sur la matière. Donc il faut non seulement la viscosité cinématique nue, état sur eau, mais il faut la viscosité de la masse. La masse, c'est la condition de diffusion. La masse, ou la chaleur, c'est la condition de diffusion. Et il faut qu'on puisse savoir si ils sont du même ordre de grandeur. Dans un gaz, c'est le même mécanisme d'agitation thermique qui mélange la vitesse, la chaleur et la masse. Les coefficients de diffusion de ces quantités sont du même ordre de grandeur. Par contre, dans un liquide, si vous prenez une huile visqueuse, eh bien, les coefficients de diffusion de la masse sont extrêmement lents. Et le coefficient, pourquoi je l'ai appelé Schmidt, le coefficient de Prandtl de Schmidt, c'est un coefficient qui va comparer le temps de diffusion de la masse sur le temps de diffusion de la vitesse. Il est très grand. L'huile visqueuse, il ne suffit pas d'avoir, c'est dur déjà de mélanger, de faire la conversion de la vitesse, hein, mais c'est encore infiniment plus dur que la masse se mélange. Or, le fait que la masse se mélange, pour les chimistes ici, c'est essentiel. Parce que vous avez beau touiller, donner une impression générale, vous n'obtiendrez une réaction chimique que si le mélange se fait jusqu'au niveau moléculaire. C'est au niveau atomique, moléculaire, au niveau de la réaction chimique, que se fait un mélange. Il ne suffit pas de mélanger à peu près. Il faut arriver à ce que les gens du génie chimique appellent le micromélange, c'est-à-dire là où les espèces sont en contact au niveau moléculaire. Et c'est une opération difficile. Tellement difficile que on pourrait être un peu désespéré. Alors je vais vous donner une minute de grâce d'un monsieur qui s'appelait Geoffrey Ingram Taylor, qui à mon sens était le plus grand mécanicien de fluide du XXe siècle, et qui va vous présenter une expérience qui va quasi désespérante, très intéressante pour qui écoute mon ami Étienne, et moi je l'écoute bien sûr, mais qui montre un cas de réversibilité, mais je crois que vous étiez d'accord avec ça, on a discuté sur Internet. Mais vous allez voir ce vieux monsieur, à 70 ans, qui continuait à faire des publications originales, et qui va vous parler de la réversibilité. Vous avez deux cylindres, un qui... Enfin, je vais voir. Le liquide est entre les deux cylindres. Situations which might almost make one believe that the fluid has a memory of its own.
cylinders. The fluid can be moved by turning the inner cylinder with this handle. The annulus between them is filled with glycerine. Into this space I introduce some dye, which stays put owing to the high viscosity of the glycerine. Note its position before I start turning it. I now turn it 4 times. Le nombre de Schmitt est très élevé, ça ne mélange pas au niveau Dye moléculaire. seems to mix as a drop of milk mixes when it is stirred into a cup of tea. Now I reverse the direction. And after turning exactly 4 turns, the dyed area reappears in its original position, with a little fuzziness due to molecular diffusion. Je voulais vous montrer cette expérience, une des plus belles expériences que je connais, et puis aussi vous présenter ce vieux J.I. Taylor, qui était un gigantesque monsieur, il a tout fait en mécanique, son œuvre est extraordinaire. Mais aussi parce que cette expérience, elle nous a troublés et trompés pendant très longtemps. Elle établit ce qu'on appelle la réversibilité cinématique. C'est un petit peu, pour ceux qui ont fait du magnétisme, les échos de spin, etc. J'en discutais hier soir avec Étienne Klein. Il dit, il n'y a pas de problème. Le temps continue dans ce même temps. Ce qui va être changé de sens, c'est le mouvement, c'est le déplacement qui va dans le sens. Il n'y a pas de problème, cette réversibilité, on la comprend parfaitement. Bon, on est d'accord qu'il n'y a pas de mystère là-dessus. Mais elle nous a induit en erreur, cette expérience, parce qu'elle nous a donné l'idée qu'effectivement, un mouvement au point nombre de Reynolds, les équations sont réversibles, qui changent le temps et la vitesse, ça marche très bien. Il y a beaucoup de petites expériences qu'on peut faire que je ne ferai pas. Mais elle nous a induit en erreur parce qu'il suffit de peu de choses pour que ça ne marche pas. Et ceci nous rappelle comment on fait une pâte feuilletée. Je n'ai pas le temps de vous le dire, mais ceux qui n'ont pas, qui attendent la pâte feuilletée, il suffit qu'ils leur voient. Une pâte feuilletée, c'est un moyen de mettre du beurre de façon homogène en tout un nombre de couches de pâte par des repliements et étirements successifs croisés. Enfin, il y a toute une procédure, je pourrais passer beaucoup de temps, mais qui est bien connue, que connaissaient aussi les grands mathématiciens de la fin du siècle dernier, comme Henri Poincaré. Et ces mélanges d'étirements, de repliements, c'est à la base du chaos dynamique cinématique qu'ont étudié les mathématiciens. Mais ils n'ont pas eu l'idée que ça servait en physique. Il a fallu attendre les années 70, c'est-à-dire après ce film de Taylor, pour montrer que si je fais la même expérience que Taylor, mais avec 2 cylindres décentrés, je fais un écoulement, parce que vous avez remarqué que Taylor fait un mouvement, il revient exactement en sens inverse. Et on va faire exactement pareil, c'est-à-dire qu'on fait un mouvement et on s'assure qu'on fait exactement la même chose en sens inverse. Et bien cette fois-ci, au bout d'un certain temps, on va complètement mélanger. On a réalisé une forme de chaos. Au point de vue équation, c'est très rigoureusement exact. La fonction de courant est exactement la même chose que la fonction d'Hamilton dans un problème chaotique mathématique. Mais on a réalisé un chaos, on a mélangé. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé de nouveau par rapport à l'expérience de Taylor? Eh bien, il n'y a pas besoin d'être mathématicien, mais je peux utiliser les termes mathématiques. On a créé des points hyperboliques. C'est-à-dire que, alors que dans Taylor, les mouvements se faisaient gentiment en rond, là, l'existence de ce décentrage fait que quand on passe d'un mouvement et qu'on revient, on met des points de rebroussement. Et ces points de rebroussement sont extraordinairement sensibles à un tout petit défaut. Une sensibilité qu'on appelle exponentielle. Arrêtez parce que j'ai pas le temps. Ce que je veux simplement montrer, c'est que Taylor, avec le charme de cette belle expérience, a induit tout le monde en erreur. Il avait raison pour l'écoulement qu'il montrait, mais il suffisait de prendre un écoulement un peu plus difficile, décentré. Le fait du décentrement fait que quand on tourne d'un côté et qu'on tourne de l'autre, qu'on ne revient pas le long de la même courbe, donc on crée des points hyperboliques, et ces points, toute petite erreur a une importance considérable. Et alors ça a une importance très grande.
Je ne vais pas vous décrire, mais voilà une seule expérience de collègues de l'Université de Nantes, et qui est un mouvement un tout petit peu plus compliqué, mais qui se fait avec aussi de la réversibilité. Vous voyez le genre de choses qu'on va obtenir, au lieu d'obtenir finalement un système qui est un système réversible, on va obtenir un système qui mélange bien. Il ne mélangera pas jusqu'au niveau moléculaire, mais il va mélanger, il va introduire de la mélange. Alors, il y a beaucoup de travail qui a été fait, en particulier ces études ont été faites à l'école, à l'Institut Polytechnique de Nantes. On peut le faire avec d'autres géométries, on peut le faire avec des micro-canaux. Ça, c'est des expériences qui sont faites par Armand Ajdari à l'école de physique et chimie. L'idée, c'est qu'avec des petits canaux, comme les tailles sont petites, les écoulements sont visqueux, mais il faut mélanger vite, et donc il faut faire des écoulements un petit peu subtils, créer des points hyperboliques, créer des zones. Vous êtes obligé de bifurquer, c'est ça qui va créer le mélange. Donc le mélange est de nature cinématique, il est lié au mouvement, et il se relie très directement aux transformations mathématiques. D'ailleurs, c'est tout à fait étonnant, les mathématiciens ont une transformation classique, on fait la transformation de Boulanger, qui était bien connue avant que les gens réalisent, dans les années 70, je me trompe, 80, que le chaos mathématique allait nous aider à résoudre le mélange, alors même que la viscosité est trop grande en fait, pardon, excusez-moi, la diffusivité moléculaire est trop grande pour pouvoir autoriser le mélange. Turbulence, je vous ai dit, j'en parlerai pas, et je vais passer à mon dernier paragraphe. C'est un tout petit peu juste. Bon, mais je ferai. Alors d'abord, je vous montre mon horloge, voilà ce qu'elle m'a donné. C'était ma pâte de tout à l'heure. Et la matière, donc, a un temps. Le temps, c'est un temps qu'il a fallu pour que ces chaînes se débobinent. Et la science de ça s'appelle la rhéologie. La rhéologie, c'est le Pantareil, Héraclite, qui est la reine de la rhéologie, le s'écoule. Et l'idée, on en parlerai avec Étienne, mais c'est qu'effectivement, ce qui est important, c'est le devenir des choses. Et toute son œuvre est conditionnée par ce devenir. Vous avez cette fameuse phrase qui est Diston autos potamol du Dice. On ne se baigne jamais deux fois dans un même fleuve. Et donc c'est le devenir donc, qui est très clé. Alors pour revenir à un truc beaucoup plus concret, cette théologie, elle me permet de comprendre la viscoélasticité de cette balle, et avec l'idée que la viscoélasticité, ça va être ce comportement intermédiaire entre viscosité et élasticité, et l'eau est viscoélastique. Mais on va voir que l'eau, elle relaxe en un temps tellement court que finalement on peut oublier. Le relaxe, ça veut dire que les molécules d'eau changent de position toutes les 10 moins 12 secondes, donc le temps va avoir très peu d'importance. Par contre, ici, on va avoir un temps de déformation qui va être des minutes. Et alors, il y a un nombre qui est très important, vous savez que les nombres jouent un rôle important en physique, parce que c'est un rapport entre deux choses de même espèce, qui est ce nombre de Déborah, qui est inspiré d'un texte biblique, Cantique de Déborah. Les montagnes séculaires de mon Seigneur, ça veut dire que le temps d'observation du Seigneur, il est là, il est très long, et le temps qu'une montagne met pour se déformer est très petit. Donc, le nombre de Déborah, le temps de la matière, c'est-à-dire le temps de la montagne, qui va s'effondrer en l'espace d'1 million d'années, est très petit devant le temps d'observation de Dieu, donc c'est un cas de Déborah égale 0. Et alors, quand je prends ma boule de silicoté, ah oui, je devrais vous dire, on peut l'acheter silicoté, mais maintenant je sais qu'il peut l'acheter en pharmacie. Ça s'appelle Redux. Ce que j'ai acheté, ce sont cette pâte-là, vous l'utilisez pour la rééducation des mains. C'est très commode, Redux. J'ai pas de... Et alors, quand vous regardez, quand vous avez ce Redux, cette boule de Redux, de silicoté, vous avez, elle rebondit. Parce que le temps d'observation, c'est quoi? C'est le temps du rebond. C'est une fraction de seconde. Donc il est très court, donc dans ce temps-là, eh bien, la matière n'a pas le temps de changer, alors que quand je l'ai posé, il était d'1 quart d'heure. Donc le temps d'observation, c'est le temps d'expérience, une fraction de seconde du rebond, 1 quart d'heure. Ça peut être aussi lié à la fréquence d'une sollicitation, si je le sollicite de façon alternative. Beaucoup de rhéologie se fait avec des écoulements alternatifs. C'est la fréquence. Vous savez, si vous voulez voir une gelée prise, vous la secouez alternativement. Vous regardez effectivement
vous essayez de voir si elle réagit comme un solide, comme un liquide. Ça peut être aussi l'inverse d'un taux de cisaillement, c'est moins évident. Un taux de cisaillement, c'est le temps, au gros, le taux de cisaillement, on peut dire c'est le temps qu'il faudrait, si j'ai deux plaques, un liquide entre les deux, si je mettais une petite roue avec les lettres, c'est le temps qui est la période à laquelle cette petite roue tournerait. Mais en tout cas, c'est le temps de l'observation, et en face de ça, le temps de la matière. Vous voyez ces temps de la matière qui peuvent être très longs, qui peuvent être effectivement, qui sont très dépendants de la température. C'est par exemple dans le cas du verre. Le verre à vide qui va avoir des temps beaucoup plus courts, qui va être encore assez grand à 400 degrés, puis la température ordinaire est extrêmement long. Et donc nous trouvons vraiment dans le cas du temps de la matière. Et cette origine, c'est un problème de chimiste. L'origine va être due essentiellement soit à des polymères qui se désenchevêtrent, soit à des effets de rotation brownienne, soit des agrégats qui se tournent. Il y a beaucoup d'origines, et ça, ces origines, il faut vraiment avoir référence à la chimie. Il y a un très bon cours qui a été publié au GIREC, la Société française, qui dépend de la Société française de chimie, par Dominique Courdet. Vraiment, je ne peux que recommander de visiter ce site GIREC, qui lui peut répondre à des questions auxquelles je ne sais pas répondre, c'est-à-dire dans ces différents cas, il y a plusieurs questions aussi sur les gels que j'avais, essayer de comprendre la synthèse, essayer de comprendre les propriétés, comment se forme un gel, comment se fait un désenchevêtrement, et ça, je trouve que c'est une superbe référence. Et alors, la seule chose que je voudrais dire, parce que je ne vais pas tout avoir le temps, c'est pour ça que je vais débordé de trop, c'est que pour comprendre cette viscoélasticité, on peut faire aspect à un modèle très simple, ce qu'on appelle le modèle de Maxwell. Vous pouvez penser que la viscoélasticité, si vous regardez en bas à gauche, c'est comme si vous aviez un ressort et un piston. Si vous soumettez tout d'un coup votre système à une sollicitation, le ressort va réagir tout de suite. La contrainte est proportionnelle à la déformation avec un module élastique, hein, c'est la réponse élastique. Et puis quand vous allez attendre, ce qui va contrôler au contraire les temps longs, une fois que vous aurez déformé votre ressort, ça va être l'effet de la viscosité. Quand vous mettez le petit problème ressort et piston en série, vous pouvez voir que si vous avez appliqué une contrainte, la relaxation, le temps de relaxation va être lié au rapport de viscosité sur un module élastique, et le nombre de déborats sera le rapport de ce temps sur le temps d'observation. Donc là, vraiment, je vois que je vais aller beaucoup trop loin si je vous dis des choses. Je préférerais vous donner une seule information qui va compléter ce que je vous ai raconté. Dans ce que je vous ai raconté, j'ai regardé en viscoélasticité des petites sollicitations. J'ai laissé, évidemment, on peut dire c'est une forte sollicitation le rebond, mais il y avait peu de déformation dans ce temps-là, où c'est une petite sollicitation. Mais si je retrouve ma page. Mais je peux aussi essayer de regarder ce qui se passe quand je prends des fortes sollicitations. Voilà une forte sollicitation que je vais appeler, qui va nous poser la question de la fragilité de la victime. Si je regarde ça, que je soumets à une forte sollicitation, ce que vous remarquez, ce qu'on remarque, c'est qu'on a ce qu'on appelle une rupture fragile. Là, ici, il y a une phase de rupture exactement comme quand on casserait du verre, et que, évidemment, ça c'est de la fragilité, mais que si on prend le temps, on va avoir un comportement ductile. Alors, fragilité et ductilité, c'est aussi deux notions très simples, ça pourrait être, c'est vraiment plutôt du niveau mal à patte, si on veut, on peut comprendre, mais tout à fait dans les deux sens du terme. Donc on voit très bien que, en prenant l'exemple d'une fissure existante, on voit très bien que la rupture fragile va se manifester par une ouverture, et puis effectivement une fissure qui va se propager, qui sont plutôt des comportements à grande vitesse, mais aussi à faible température, et le contraire pour la rupture ductile. Vous avez un petit diagramme qui permet de comprendre ça. Donc, le verre, d'abord, on voit qu'à haute température, il va être ductile, le verre fond. Qu'à basse température, au contraire, on a une rupture qui va être une rupture fragile. Et le diagramme qu'on peut donner pour cet aspect-là, c'est le temps intervient très naturellement, c'est un temps qui va devenir très long. Et qui va être que, à la fois, si on augmente l'observation à température battante,
vers la ductilité et dans le sens contraire, la fragilité. Donc je voulais simplement vous corriger une erreur qui est commune. Les vitraux ne s'épaississent pas parce que l'effet du temps agit sur la viscosité. Il faudrait, pour gagner un nanomètre, 10 milliards d'années. Je vais passer pas mal de choses que je vais faire, et les mouvements granulaires, je vous en parle pas, et je m'arrête ici. C'est pas d'avoir débordé, c'est pas pour mes habitudes, mais j'étais fatigué. Je reprends la viscosité du verre, c'est le truc que je reprends maintenant à ce moment-là, la grande sollicitation. J'essaie de vous montrer quels étaient les deux types de modes de déformation qu'on pouvait avoir quand on fait rapidement, quand on fait lentement, et on peut avoir ces deux comportements. Quand on s'intéresse au verre, on a une courbe de viscosité, de temps du matériau, qui va être un peu lié. Dans ce cas-là, c'est le temps sur cette matière qui va varier extrêmement rapidement et qui va être tel que la haute température, ces temps sont des temps relativement courts, vous avez vu le temps et la vitesse de sollicitation sont liés, et effectivement le comportement du verre est utile, c'est pour ça qu'évidemment on va travailler, capable de travailler le verre, de mettre en forme, c'est qu'il va pouvoir se déformer continuellement, on va pouvoir le souffler, on va pouvoir faire la tas de belles opérations avec le verre, alors que quand on va aller à plus basse température, 400 degrés déjà dans les très basses températures, vous voyez que ces temps de matériaux sont extrêmement longs et beaucoup plus longs que le temps qu'il faudrait pour que la vitraille se déforme. Donc j'ai simplement affirmé que on a pensé à un moment que souvent on voit des vitraux qui s'épaississent dans les parois inférieures, que c'était finalement qu'il y avait eu un fluage, une déformation ductile, ce qui n'est pas impossible a priori. Il y a simplement que les ordres de grandeur n'y sont pas. De grandeur, j'ai marqué 10 milliards d'années. Voilà. Et ceci étant, cette déformation existe quand même. Le verre, nous savons, n'est pas un état d'équilibre, c'est un état qui évolue au cours du temps. Donc, c'est même un des sujets d'étude de la physique, je dirais, les plus ouverts actuellement. Mais ce qui est très intéressant, et ce que je n'ai pas du tout dit, c'est qu'actuellement, le verre qui évolue, on va parler de vieillissement, c'est une autre façon de dire un peu la même chose. Cette déformation très très lente présente beaucoup d'analogies avec d'autres phénomènes. J'ai essayé de montrer tout à l'heure des bouts qui s'écoulaient, qui effectivement vont, si elles ne s'écoulent pas, vont pouvoir durcir, créer des liaisons supplémentaires, ou encore du sable qui est empilé, et si on le laisse sous cette forme, même sans solliciter, il va pouvoir évoluer dans le temps. Une expérience que j'aime bien pour montrer ce vieillissement, c'est une expérience avec des boules cuillesses. Les boules pièces qu'on vous donne dans l'avion, quand on fait un long voyage, vous pouvez les casser. Alors vous prenez deux boules pièces, il y en a une que vous laissez, que vous pressez avec un poids 100 grammes pendant 1 heure, et l'autre un poids 100 grammes pendant 1 minute. Et vous enlevez le poids, l'un au bout d'1 minute, l'autre au bout d'1 heure. Vous regardez celui de bout d'1 minute, il va revenir très vite à sa position d'équilibre, et celui d'1 heure, plus lent. Et si vous l'avez mis à jour, ce sera encore plus lent. C'est-à-dire que bien qu'on fasse rien, il y a une évolution lente de la matière, sans qu'il y ait des effets dynamiques. C'est simplement des effets d'organisation. Donc, il y a effectivement une déformation lente de la matière pour le verre ou quelque chose. Simplement, elle est suffisamment lente pour qu'effectivement, elle n'explique pas cet assistement. D'ailleurs, ce qu'on m'a fait remarquer, c'est que si c'était dû à ça, les effets de déformation plastique du plomb qui était là, ils sont plus importants que ceux du verre. Donc c'est plutôt le plomb qui devrait fluer avant. Je ne sais pas si je réponds à la question. Oui, j'aime bien cette fausse odeur parce que ça, j'avais entendu quelque part. C'est faux alors? Oui, c'est faux. Le verre n'est pas plus épais ou...
il s'est trouvé, j'en ai beaucoup parlé avec un monsieur qui s'appelle Tanguy Rouxel, qui est chercheur à l'université de Rennes, qui est physico-chimiste. Il m'a dit qu'effectivement, dans les préparations, maintenant, on roule le verre, parce qu'il est chaud, et ça fait des bourrelets d'épaisseur, et ils avaient tendance à mettre plutôt la partie épaisse du bourrelet en bas. Bon, mais il n'y a pas de vieillissement. C'est pas une le verre évolue dans le temps très lentement, mais l'épaississement n'est pas l'effet de ce vieillissement dû à ce comportement plastique. Ce vieillissement. Mais alors, est-ce que ça veut dire que dans la préparation du trail au Moyen-Âge, il y a le bourrelet déjà en bas? Oui, mais c'est ça que ça veut dire. Si c'est ça, mais je vous dis, Tanguy Rouxel m'a dit que ce n'était pas du tout systématique, il y avait des échantillons, les gens disent. En tout cas, il n'y a pas. Ça semble complètement sûr, mais je vous dis, il suffit de regarder cette courbe-là. Ici, vous apercevez que les temps d'évolution du verre à la température ordinaire, déjà à 350 degrés, mais sont totalement négligeables. Vous avez une loi de 350 degrés. Quand on fait tomber une goutte de lait dans du lait au façon des machines sacrées, on la voit ressortir après le début du couronne. Non, en fait, ce qu'on voit avec l'expérience qu'on appelle une couronne de lait, on fait tomber une goutte de lait dans l'eau. En général, elle va s'étaler pendant un certain temps et puis elle se reforme et on va remonter. Alors ça, ce sont des effets qui ne sont pas dus à des effets d'élasticité du tout, c'est des effets qui sont des effets de capillarité, de déformation de la surface de capillarité. On observe actuellement, on a beaucoup étudié des phénomènes semblables avec simplement, en faisant tomber un objet sur